nous allons en Roumanie, des élections sous ingérence française. Le 9 mars, le bureau électoral central a rejeté la candidature de Călin Georgescu pour l'élection présidentielle de mai 2025, invoquant des irrégularités électorales et la décision de la Cour constitutionnelle qui avait annulé le précédent scrutin pour soupçon d'ingérence russe sur TikTok. Toutefois, aucune preuve n'a démontré une implication russe. Une enquête de l'ANAF révèle que la campagne TikTok était financée par Kingston Communication, une société engagée par le Parti national libéral. Donc les opposants à Călin Georgescu, quoi. En décembre, Le Monde avait aussi rapporté que les influenceurs auraient été payés par une société écran affiliée à une agence publicitaire ukrainienne. Ukrainienne, pas russe. Vous avez noté la dépêche, ukrainienne. Zloday, dirigé par Dimitri Makarov, un soutien actif du gouvernement de Kiev contre l'agression russe. Bon, voilà, donc on vous a encore menti en fait. C'est désolé, hein, les octogones, je l'ai fait pour informer le public. Et là, dépêche après dépêche, on vous a menti. On vous a dit, ouais, bah on fait sauter les élections. C'est chaud quand même. Enfin, là, dépêche après dépêche, j'arrête pas de dire que c'est chaud parce que là, j'en peux plus. On aurait pu titrer sur chacune d'entre elles. On a dit, voilà, on annule les élections en Roumanie, la Cour suprême se prononce et dégage Călin Georgescu parce que c'est un agent des Russes. Bah en fait non. La fameuse campagne TikTok, elle a été au départ... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec Călin Georgescu? Je vous reprends tout le détail. Vous vous rappelez comment Mitterrand avait fait monter Jean-Marie Le Pen? Mitterrand avait fait monter le FN pour fracturer la droite française. Et il était très bien parvenu au point que Charles Pasqua était tombé dans le piège dans les années 80. En 88, Charles Pasqua avait dit on a eu tant de votes de droite. Il avait compté le RPR, donc l'ancêtre des Républicains aujourd'hui, le RPR et le FN. Ils les avaient mis ensemble. Et là, Mitterrand, il se frottait les mains. Il disait, ah, vous les avez mis ensemble, espèce d'enfoiré. Il disait évidemment pas ça, mais dans le débat de 88, vous voyez Mitterrand qui dit, c'est une honte, vous avez compté, Monsieur Pasqua a dit, les voix de droite en général, amalgamant le FN et le RPR, ce qui montre bien que. C'est pour ça que Chirac, plus tard, plus malin, va faire en 95 sa campagne sur la fracture sociale pour se remettre un peu à gauche. Mais c'était une stratégie. Et ben en fait, ce qu'a fait l'opposition à Călin Georgescu, enfin, qui était le parti au pouvoir, c'est Călin Georgescu qui était dans l'opposition. Pour éviter que leur opposition monte trop vite, bah, ils ont fait monter la campagne de Călin Georgescu. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que ça leur a pété à la figure, exactement comme le FN a pété à la figure du Parti socialiste quand Jospin n'était pas au second tour en 2002. C'est Mitterrand fait monter Jean-Marie Le Pen. En 2002, Jean-Marie Le Pen décanie Jospin. C'est l'ironie de l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Roumanie. Sauf que Georgescu, c'est pas du tout Le Pen. Mais vraiment pas. Les gens essaient de le présenter comme ça. Pas du tout. C'est un agronome, le mec. Il serait, de la politique actuelle, il serait chiracien, quoi. Si vous regardez, il serait gaullisto-chiracien, si on devait le comparer, faire un décalcomanie avec la France. Donc la presse a menti. Tout simplement. Enfin, ils ont dit, c'est une ingérence russe. Bah non, en fait, c'est un cabinet de relations publiques ukrainien. Vous croyez que les Ukrainiens, ils sont pro-russes en ce moment? Réponse non. Donc, bon, bah, on nous a balancé des mensonges comme d'hab. Et vous avez maintenant son héritier qui va se présenter aux élections parce que Călin Georgescu est complètement hors circuit. C'est scandaleux. Les Américains se foutent de la gueule de l'Europe en disant, regardez, vous annulez des élections. De quoi vous parlez? D'un côté, vous parlez les valeurs européennes. De l'autre, vous annulez des élections. Ce n'est pas compatible. Bah, aujourd'hui, la presse nous dit, ouais, c'est très bien. Thierry Breton nous dit que c'est très bien d'avoir annulé des élections en Roumanie. Mais bon, bah, les Russes n'étaient pas là, et gardez bien ça à l'esprit, parce que on va vous faire le coup en France. Je vous rappelle que quand il y avait eu le débat Marine Le Pen-Macron, Macron avait accusé Marine Le Pen d'être dans la main des Russes. Et maintenant, ça va être le cas de tous les opposants, et les vrais. Ceux qui veulent sortir de l'Union Européenne, ce sera des agents russes, ils seront présentés comme ça dans la presse. Donc restez vigilants et retenez cette dépêche qui confirme de façon péremptoire que, bah non, en fait, Călin Georgescu, la société de relations publiques qu'il avait embauchée, elle était ukrainienne, et au départ, la campagne TikTok était faite par ses opposants pour diviser sa section politique. Concernant la Serbie, manifestation historique à Belgrade contre le gouvernement Vučić. Le 15 mars 2025, Belgrade a accueilli la plus grande manifestation de l'histoire du pays, rassemblant 325 000 personnes pour réclamer le départ du président Aleksandar Vučić, accusé d'être impliqué dans l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad le 1er novembre dernier, qui avait fait 15 morts. Selon les manifestants, la corruption systémique qui règne au sein du gouvernement serait directement responsable de ce drame, en ayant attribué le contrat de rénovation à un consortium chinois qui n'aurait pas respecté les normes de sécurité.
Le rassemblement, réunissant étudiants, agriculteurs et vétérans, a éclaté devant l'Assemblée nationale après 15 minutes de silence en hommage aux victimes. Les manifestants ont dénoncé 12 années de pouvoir du président Aleksandar Vučić, accusé d'autoritarisme, de contrôler les médias par la censure et d'avoir emprisonné des opposants politiques en plus d'être corrompus. Donc, bon, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'accident de la gare. Parce que oui, bon, concrètement, ils ont confié ça à une société chinoise. Évidemment, la société chinoise leur a facturé moins, s'est gavé aussi au passage. Enfin, mais eux ont récupéré l'argent qui avait été, le supplément d'argent qui avait été fléché pour cette gare, donc comme dame détournement d'argent public pour les infrastructures. Enfin, ça, c'est systémique, c'est pas qu'en Serbie. Sauf que là, en Serbie, ils ont disjoncté. Il y a eu une manifestation et il y a une vraie différence. Tous les pays de l'ex-Yougoslavie et les pays de l'ex-Union soviétique aussi, la Yougoslavie n'était pas dans l'Union soviétique, mais c'est des pays où les manifestations étaient illégales. Ça fait que ils sont passés avec les années 90 à des manifestations qui sont pas du tout aussi contrôlées qu'en France. Et celui qui m'avait appris ça, c'était le vice-ministre de l'Intérieur de la Bulgarie, chez qui que j'ai connu, qui était un pote que j'ai rencontré à Stanford. Il m'avait expliqué ça parce qu'en 2013, donc c'était avant Maïdan, j'étais en Bulgarie et j'avais assisté donc à la révolution de couleur. C'était une révolution de couleur organisée par Facebook et la CIA pour faire sauter le gouvernement Orecharski en Bulgarie. Et lui était ministre des missionnaires, vice-ministre des missionnaires. Il m'avait expliqué, viens, on va manifester. Je lui avais dit, attends, je suis en vacances, j'ai aucune envie de manifester, puis les manifs ça sert à rien, je suis français, je serais le premier à savoir si ça servait à quelque chose. Et il me dit non, il y a un truc que t'as pas compris, Idriss, c'est que nous en Bulgarie, comme en Serbie, on n'a pas eu le droit de manifester pendant 70 ans. Donc dès qu'on a eu le droit, les préfectures, le ministère de l'Intérieur ont pas du tout appris lentement à développer des méthodes pour nous permettre de manifester sans rien risquer. Nous, en France, on a eu 3 révolutions, on a eu la Commune, on a eu la guerre d'Algérie, on a eu les manifs donc en 62, et on a eu des mai 68 aussi. On a eu des moments où la rue aurait pu prendre le pouvoir. Il y en a eu plein, et il y a des moments où la rue a vraiment pris le pouvoir. Donc, il m'expliquait, Philippe Gounef, il s'appelle, c'est très simple, en France, vous avez le droit de griller des merguez entre Bastille et République tant que vous voulez, mais vous pouvez certainement pas manifester sous les fenêtres du pouvoir. C'est totalement interdit, et si vous le faites, soit le président part en hélicoptère, c'est ce qui a failli arriver avec les gilets jaunes, soit on va vous tirer dessus, à balles réelles, pas en flashball. La première étape, ça sera éborgné, amputé, etc. Mais la deuxième étape, ça sera on vous tire dessus avec du calibre militaire. Nous, par contre, disait-il, pour la Bulgarie, mais vraiment même tableau pour la Serbie, ben, on n'a pas eu le temps d'apprendre tout ça. Ce qui fait qu'on est passé direct de pas de manif à 300 000 personnes sous les fenêtres du Premier ministre. Eh ben, ils ont fait sauter le gouvernement. Et c'est exactement ce qui s'était passé en Bulgarie. Ils n'étaient pas 300 000. En Bulgarie, ils étaient 20 000 peut-être. Mais 20 000 sous les fenêtres du gouvernement. Pas entre Bastille et République ou l'équivalent à Sofia, en train de faire des merguez et de faire des barbecues et de chanter des slogans. Non, non. Les gars vont directement sur le lieu de pouvoir, ils marchent dessus, ils font un sit-in et ils disent on bougera pas tant que le gouvernement n'aura pas sauté. Bah, c'est littéralement ce qu'ont fait les Serbes et ça a marché. Et le pire, c'est que c'est en train d'arriver aussi dans d'autres pays. Je crois que la prochaine dépêche, c'est sur la Turquie, c'est ça? Exactement. Ouais. Direction la Turquie, une manifestation massive après l'arrestation d'un opposant à Erdogan. Mm-hmm. La Turquie connaît une vague de protestations depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et figure de l'opposition le 19 mars. Membre du parti républicain du peuple et soutien de l'adhésion à l'Union européenne, İmamoğlu est accusé de corruption et de soutien au PKK. Ouais. Des charges considérées comme politiquement motivées à l'approche de la primaire présidentielle du CHP prévue le 23 mars. Plus de 100 personnes, dont des élus et des journalistes, ont également été interpellées. Les manifestations se multiplient dans des grandes villes, malgré les interdictions décrétées par les autorités. À Istanbul, Ankara et Izmir, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc pour disperser la foule, faisant plusieurs blessés. Des manifestants exigent la libération immédiate d'Imamoglu et dénoncent un coup judiciaire orchestré par le président Erdogan. Ce dernier qualifie les mobilisations de terrorisme de rue et promet une réponse ferme. Le CHP, de son côté, appelle à une mobilisation pacifique, alors que la décision de justice est attendue dans les prochains jours. Le climat reste tendu sur fond de crise économique et de préoccupations internationales croissantes. Donc là, vous voyez un playbook qui est comparable à ce qui se passera en France, c'est-à-dire pro-russe. Alors, en Turquie, évidemment,
Si vous voulez dégommer politiquement quelqu'un, vous dites qu'il est affilié au PKK ou qu'il est proche du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, donc qui était un parti marxiste, mais c'est pas tant le problème du marxisme, c'est le problème des Kurdes. Si vous voulez détruire un opposant politique, vous dites j'ai des preuves, j'ai une source qui m'a raconté qu'il est proche du PKK. Là, en réalité, Imamoglu, il est pas du tout proche du PKK. Et le CHP, c'est juste le parti d'opposition. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu d'alternance en Turquie. Vous me direz, il n'y a pas eu d'alternance en Russie non plus. Donc ça, je peux tout à fait comprendre. Mais bon, Erdogan a laissé en effet un bilan en Turquie qui reste de l'avis de plusieurs factions en Turquie très positif. C'est ce qui semble ressortir, en particulier sur l'économie, même s'il y a eu des problèmes de dévaluation, etc. Je suis pas turc, je vote pas en Turquie, je vais pas me prononcer, mais il est certain qu'il est resté au pouvoir longtemps. Je crois que ça fait 20 ans même d'ailleurs qu'il est au pouvoir. Donc automatiquement, l'alternance commence à s'impatienter. Et là, en l'occurrence, Imamoglu, c'est juste l'alternance. C'est pas, par exemple, j'ai oublié son nom d'ailleurs, c'est pas le gros opposant qui a failli faire un coup d'État contre Erdogan, qui était protégé par les Américains et qui est en exil à Washington, enfin qui est mort maintenant. C'était pas lui. Non, non, on a juste l'alternance classique que vous avez en Turquie, et c'est pas du tout d'ailleurs un parti qui est proche du PKK. Je veux dire, les républicains turcs, c'est pas du tout un parti proche du PKK. Mais bon, c'est des accusations que vous allez voir à mon avis en Europe aussi. C'est le genre de truc que Macron pourrait faire, c'est le genre de truc que vous pourriez voir en Angleterre, Calin Georgescu, c'était littéralement ça, en Roumanie. Donc, mais ce qui est important, c'est de voir que aussi bien côté serbe que côté turc, un autre point important de la dépêche qu'il faut souligner, c'est que t'as dit, Taya, que c'était non autorisé, ces manifs, et que les manifestants sont quand même sortis. Bon, en France, les manifs non autorisés, alors là aussi, il y avait de la balle en caoutchouc, elle vous l'a dit, flashball, etc., mais bon, en France, les manifs non autorisés, c'est de la balle en caoutchouc dans les yeux, et on a, en Serbie, ils ont utilisé des armes acoustiques aussi, donc des camions avec des armes phoniques qui dispersent complètement les foules. Et ça, c'est le dernier arrêt avant l'arme à feu, quoi. Le problème, évidemment, pour quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir, c'est que tirer dans la foule, ça garantit à peu près certainement que vous allez sauter. Parce que là, la foule, ça part en guerre civile. C'est ce qui s'est passé en Ukraine, où d'ailleurs, les enquêteurs indépendants avaient démontré que pendant Euromaïdan, les tirs étaient venus de la foule elle-même. C'était des gens de Pravi Sector qui avaient tiré justement pour créer une situation incontrôlable. Victoria Nuland était là à l'époque avec Blinken, etc. Donc, ce qui se passe en Turquie devait évidemment être mis dans l'octogone, parce que vous avez un gouvernement qui est présenté par les médias comme plus autoritaire que Macron, et je veux bien, même si aujourd'hui ça se discute, on parle de kit de survie, incarcération des opposants, compromat pour Juan Branco, enfin, ça commence à devenir vraiment comme la Russie des années 80, la France, là, avec ce qui est en train de se faire. Mais bon, en supposant qu'on dise, oui, quand même, Erdogan, il est plus autoritaire que Macron. Il est peut-être plus autoritaire que Macron, mais en tout cas, il fait moins que lui. Puisque quand il y a des manifestations non autorisées, il les éclate pas à coups de flashball, il les éborgne pas, il les ampute pas, et il fait pas tirer dans la foule. Donc, bon, on est en train, à mon avis, d'assister à une sorte de printemps des peuples en Europe, et ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé en Serbie, et ce qui se passe en Turquie maintenant, par en plus un parti, certes, qui veut rentrer dans l'Union Européenne, c'est que le début, à mon avis. On va voir des trucs encore plus marquants dans les mois à venir, je pense. Alors là, on passe. Du coup, on va couper là. Alors, faut que je fasse une conclusion.